Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Axe Open. Ici, tu peux écouter tous les mois une bande de développeurs pros qui parlent sans aucun filtre de leur quotidien dans le monde de la tech. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me the one in control. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler enfin du sujet à la mode et qui le restera peut-être. On va définir un petit peu ça pendant ce podcast. Donc vous l'aurez peut-être deviné, on va parler de l'intelligence artificielle. Alors l'IA, en fait, c'est un sujet qui est ultra vaste. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se focaliser essentiellement sur son utilisation et son impact, et notamment sur tout ce qui est, on va parler beaucoup aujourd'hui d'IA générative, et de voir un petit peu ce que ça donne dans nos métiers qui sont plutôt très très techniques aujourd'hui. Mais on va aussi parler de comment est-ce qu'on peut intégrer justement l'IA au sein même des applications. Alors aujourd'hui, pour parler de ce sujet, j'ai comme d'habitude Philippe, le Javaman aigri. Salut. Arthur, JavaScript Lover. Bonjour. Nathan, Monsieur Propre du Code. Hello. Théo, dénicheur de News IT. Salut. Et on a un invité spécial aujourd'hui qui avait déjà fait un podcast avec nous. Une interview avec Philippe il y a un petit moment déjà, qui est Sébastien, qui est un de nos partenaires. Je te laisse te présenter en 2-3 mots, Sébastien. Ouais, bonjour à tous. Sébastien Hubert, et je suis consultant en transformation digitale, et depuis un an, je vis un moment assez fou, et j'aide mes clients à comprendre et à utiliser l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Bah justement, du coup, tu vas aider notre audience aujourd'hui à comprendre un petit peu tout ça. Tu vas remplacer Philippe sur la pose des bases et le point historique aujourd'hui. Je vais te laisser démarrer. Seb, si tu peux expliquer un petit peu simplement à tout le monde qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle. On va poser les bases. Simple, classique. Alors l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique qui a été créé et pensé et conçu dans les années 50, donc ça remonte au MIT. C'était d'ailleurs un sous-domaine de ce qu'on appelait la cybernétique à l'époque. Alors ça fait très science-fiction, mais dès que les pionniers de l'informatique ont conçu les premiers ordinateurs, ils ont tout de suite imaginé en disant mais est-ce qu'on pourrait dialoguer naturellement avec une machine ? Est-ce qu'on pourrait simuler le comportement du cerveau humain ? C'est un petit peu comme Léonard de Vinci qui regardait les oiseaux voler, il se disait mais un jour il y aura des avions qui voleront, l'humain sera capable de créer des machines qui vont voler. Eux c'était ça, dès qu'ils ont vu des transistors, ils se sont dit mais on pourrait simuler le comportement du cerveau. Alors pour simplifier, l'intelligence artificielle c'est surtout un système statistique, c'est-à-dire qu'en programmation classique on dit si truc égale machin alors tu fais ça. On donne des règles, alors que en fait en intelligence artificielle on va donner des datas en entrée, des résultats, et l'IA par des différents algorithmes d'apprentissage va deviner d'elle-même les règles. Ok. Et aujourd'hui on parle d'IA au sens large, on parle d'IA générative, et c'est surtout ça qui a un petit peu fait rentrer le sujet là, notamment depuis un an. Comme tu l'as souligné, c'est quoi un petit peu les différences qu'on peut faire, ou en tout cas les nuances? Les nuances, c'est que les algorithmes d'IA étaient jusqu'ici réservés à des usages assez précis, par exemple pour faire des prévisions de vente, des prévisions de stock, de la prévision météo, des choses comme ça. Là où ça a eu tout de suite un impact, c'est sur le traitement d'images, parce que les images, c'est beaucoup de données, souvent beaucoup de données assez proches, donc en radiologie, etc., pour détecter des cancers. Aujourd'hui, il n'y a pas mieux qu'une IA par rapport à un médecin. Et l'IA générative, c'est un champ bien particulier, c'est-à-dire qu'on donne une instruction à une IA et elle génère un résultat qui peut être sous la forme de texte, d'images, de sons, de ce qu'on veut, en fait, en fonction de ce qu'on lui a donné comme données et en fonction de l'apprentissage de l'algorithme qu'on a fait. Okay. Et pourquoi est-ce qu'on voit seulement maintenant un essor ? Parce que du coup, tu l'as dit tout à l'heure, on se dit que l'IA, on en parle depuis les années 50. Pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant qu'on en parle tout simplement, et peut-être à plus grande échelle et chez tout le monde, quoi. Ouais, parce que l'IA, l'IA, elle a besoin de deux choses pour marcher. Elle a besoin de puissance de calcul, d'une part,
Donc dans les années 50, on l'avait pas. Aujourd'hui, la puissance de calcul, on l'a via ce qu'on appelle les GPU. Donc ces processeurs qui étaient à la base dans nos consoles de jeux, en fait, se sont révélés être diablement efficaces pour faire des calculs mathématiques. Et puis le deuxième axe, c'est les données. Il faut énormément de données et beaucoup de données de qualité pour entraîner une IA. Et en fait, là où il y a eu quelque chose qui s'est passé autour de ChatGPT, c'est que OpenAI, ils se sont pas embarrassés. En fait, ils ont pris tout Internet. Je caricature un peu, mais pas loin, puisqu'une de leurs difficultés d'ailleurs à venir dans les prochains modèles, c'est de trouver de la donnée. En fait, tellement ils ont aspiré de données. Ils ont même créé par exemple un modèle qui s'appelle Whisper, qui permet de faire la transcription de l'audio vers un texte, et ils ont aspiré YouTube, tout simplement, pour entraîner leur modèle d'IA à générer du texte. Donc c'est pour ça qu'il y a une explosion aujourd'hui de ces usages. C'est avoir de la donnée en masse, donc sans Internet, sans 30 ans, je dirais, à nourrir la machine Internet, à développer des sites web, etc., à les mettre en ligne, à partager nos données, il y aurait pas d'IA. Et puis, il y a cette puissance de calcul aujourd'hui qui est disponible. Alors, puissance de calcul qui est pas disponible pour tout le monde, puisque ce type d'IA, on a besoin d'aligner au moins 10 000 GPU en parallèle. Donc, les dernières cartes de chez Nvidia, elles valent $40 000 l'unité, donc je vous fais le calcul. Donc, faut quelques millions d'euros quand même pour pouvoir le faire, mais c'est possible. Et je pense il y a aussi le fait que ChatGPT se soit mis en ligne et gratuit pour le grand public. Parce qu'avant, appeler ChatGPT, enfin appeler un modèle équivalent, fallait passer par une API, des lignes de code, savoir programmer, etc. et savoir que les modèles existaient déjà. Tandis que ChatGPT est arrivé, n'importe qui pouvait l'utiliser en lui envoyant n'importe quelle instruction, et ça a fait entre guillemets le buzz parce que tout le monde pouvait l'utiliser, de le développeur avancé à un gamin de 10 ans qui juste ouvre son site et va sur ChatGPT. Donc il y a aussi la démocratisation qui s'est fait grâce au modèle ouvert et gratuit, qui va pas forcément changer, rester comme ça, parce que comme on dit, ça vaut très cher, mais ça a aidé à la démocratisation. Qu'est-ce qu'il y a de plus aujourd'hui que... Alors, je vais regarder Philippe qui a été bien longtemps sceptique sur le terme d'IA. Je suis toujours sceptique sur le terme d'IA. Ça dépend toujours ce qu'on met derrière le terme intelligence, mais force est de constater, je vais faire mon mea culpa, c'est que il y a eu un palier. Quand même. On peut pas dire que ChatGPT c'est arrivé et c'est juste parce que c'était open source. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a un palier dans la compréhension du texte qui est phénoménal par rapport à ne serait-ce que ce qu'il y avait 6 mois avant la sortie de ChatGPT. Donc quand à l'époque de ChatGPT 3 ou les versions d'avant, c'était pas magnifique ce qu'ils comprenaient. C'était déjà un petit peu, et il y en avait certains qui pressentaient que ça allait arriver. Mais je veux dire, il y a eu vraiment un saut dans l'intelligence de ces modèles qui fait qu'aujourd'hui, ça devient accessible au plus grand nombre et sans devoir faire des entraînements particuliers ou ce genre de choses. Si on rentre un petit peu dans la pratique, aujourd'hui, donc, on peut utiliser l'IA dans les projets informatiques. Aujourd'hui, on peut les utiliser. Je pense qu'on va parler de deux principaux sujets aujourd'hui. C'est d'ailleurs d'abord l'IA au sein même des applications. Du coup, Philippe, je vais peut-être te laisser mettre un premier mot là-dessus. Ouais, alors effectivement, je vais respécifier. Je sais qu'on est sur un podcast de développement et vous vous attendiez peut-être à ce qu'on parle de l'IA pour générer du code, corriger du code, améliorer du code. Et ça sera une partie de ce podcast. Mais là, dans un premier temps, on va discuter de qu'est-ce qu'on peut faire de l'IA concrètement au service des applications que nous développons pour nos clients. Et tu veux que j'attaque sur qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça? Alors globalement, comme l'a dit Sébastien, le principe des IA, et là on va parler des IA génératives, c'est que vous lui donnez une instruction d'entrée, un ensemble d'instructions d'entrée, un texte, peu importe, et il va, j'aime pas utiliser le terme réfléchir, mais il va travailler, il va fournir une réponse qui est souvent, au moins dans un premier temps, du texte, une image ou quelque chose comme ça. Intuitivement, quand la première fois qu'on est face à ce système-là, on voit pas trop ce qu'on pourrait en faire facilement dans un logiciel classique de gestion de clients, de factures, de ce que vous voulez. Et en fait, quand on commence à réfléchir en détail, et c'est là où on peut réfléchir, c'est qu'en fait, il y a des tonnes de cas d'usage qui peuvent être réglés par ce système-là. Mais ça demande un peu de déconstruire, j'ai envie de dire, la manière dont on a l'habitude d'appréhender ces problèmes-là en informatique, parce qu'en informatique, on avait l'habitude d'appliquer ce que j'appelle des process. C'est-à-dire, on avait un process qui nous était donné par le métier, et on appliquait un arbre de décision, plus ou moins binaire, là-dessus. Et là, en fait, l'idée, c'est de se dire, on va abandonner cette approche-là pour avoir une autre approche qui, elle, est plus probabiliste, où en fait, on va se dire, on va pas définir réellement la manière dont il va réfléchir, mais on va lui dire globalement, comme si on parlait, moi j'aime bien utiliser le terme, et toi on a des termes différents là-dessus, mais c'est un peu l'assistant ou l'assistante. On va lui donner une instruction et puis il va se débrouiller et globalement faire les choses. Et ça,
c'est applicable à plein d'endroits. Et plus vous y réfléchissez, plus c'est applicable d'une manière ou d'une autre, en tordant plus ou moins le modèle dans nos applications. Tu peux nous donner un cas concret d'usage, typiquement Alors, on peut donner des tonnes de cas concrets. On peut lui donner, par exemple, typiquement, aujourd'hui, si vous vouliez, je sais pas, générer, par exemple, une synthèse, un petit texte basé sur des données. C'était un sujet qui était très compliqué. Est-ce qu'il y a la donnée, pas la donnée, comment il va l'interpréter? Si vous voulez faire une phrase, par exemple, pour décrire un produit, c'est très compliqué à faire. C'est aujourd'hui très compliqué à faire. Vous pouvez le faire en informatique classique, mais ça va vous prendre des arbres de décision très compliqués et le texte sera pas très, très beau à la fin. Là, ce que vous pouvez faire très simplement, c'est dire, voici mes données brutes. Et quand je parle de données brutes, je dis mes données en JSON, telles qu'elles sont dans la base de données. Et je lui dis, écoute, génère-moi un petit texte de 3 lignes qui va me faire la synthèse de ce que tu as compris des données. D'accord. Et dans 90-99% des cas, il va générer quelque chose qui est mieux que ce qu'un humain aurait fait pour faire le même travail, et évidemment de manière beaucoup plus rapide. Donc ce type de cas, c'est-à-dire je vais générer du texte à partir de données, ça fonctionnera très très bien. Mais vous pouvez l'utiliser dans plein d'autres cas d'usage. On peut dire par exemple de rechercher parmi un ensemble de données. On peut lui faire, je sais pas. Et Sébastien, il en aura 50 000 des cas d'usage. Mais en fait, le problème, c'est que il faut se décentrer de la manière dont on a l'habitude de penser pour utiliser ces systèmes-là. En fait, pour essayer de donner une image, pour moi, c'est un pont entre le monde réel et le monde des ordinateurs. C'est-à-dire que dans le digital, on se bloquait. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas de base de données, on ne sait pas faire de traitement. Donc, c'est-à-dire qu'on demandait quoi aux utilisateurs ? De renseigner des bases de données et simplement, on mettait de l'ergonomie pour que ce soit le plus joli et le plus agréable possible pour faciliter la vie. Mais je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de sociétés en B2B qui ont plein de clients, des petits clients qui n'ont pas de système informatisé, pas d'EDI, etc. Et en fait, on va dire que leurs commerciaux reçoivent des demandes par mail. Et en fait, le commercial, qu'est-ce qu'il fait ? Il traduit la demande du client, par exemple d'une préparation logistique, une commande, etc., dans son logiciel de gestion, en cliquant sur des boutons, etc. En disant, j'ai bien inscrit la personne telle formation, je vous ai bien préparé telle palette, etc. Et là, l'IA, elle est capable de prendre le mail et elle est capable de le traduire dans une instruction, dans un SQL, dans un JSON, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette image. C'est un pont vraiment entre le monde réel et le monde des machines. Et c'est assez bluffant parce qu'en plus, comme le disait Philippe, avant en programmation, on est obligé de prévoir tous les cas de figure. Alors que là, en fait, on peut faire face à la très très forte variabilité parce que chaque client va s'exprimer d'une manière différente. Va dire bonjour, j'aimerais que tu fasses ci, merci d'inscrire, est-ce que vous avez, etc., etc. Et ça, la machine est aujourd'hui capable de l'interpréter. Et c'est ça qui est assez fou, parce que là, on va pouvoir mettre en œuvre. Alors, ce qui va changer dans les 2 ans à venir, pour moi, c'est toute la relation client. La relation client. En plus, aujourd'hui, on a des IA qui font de la transformation de la voix en texte. Donc, on peut nourrir un ChatGPT avec de la voix. On peut récupérer la réponse et générer de la voix. Donc, demain, il est fort probable que lorsque vous appellerez votre assureur, que vous serez en panne sur l'autoroute, au lieu d'attendre éperdument, etc., d'avoir quelqu'un au bout du fil, vous allez d'abord parler à une IA. Alors, on me dira, il n'y a plus d'humain. Mais en plus, ce qui est dingue, c'est que l'IA, elle a pas de sentiment en fait, c'est un modèle statistique, donc elle est hyper empathique, elle est là pour vous aider. Toujours poli. Toujours poli. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas de honte à dire à une IA, j'ai rien compris, explique-moi comme si j'avais 10 ans. Et là, elle prend le temps de vous répondre. Voilà, puisque c'est une machine, quoi. Donc c'est vraiment ça qui est très intéressant pour les développements, c'est qu'on va aller vraiment au bout. On avait réussi à faire des choses assez extraordinaires, genre digital classique, mais faire ce lien entre ce monde des données non structurées et ce monde des données structurées qu'on a l'habitude d'avoir dans les développements. Et je rajouterais à ça, je pense que c'est très vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en informatique, quand vous étiez hors process, vous étiez mort en tant que client. C'est-à-dire que si votre demande, elle n'était pas dans le formulaire ou dans l'arbre de décision qui avait été pensé par les consultants qui avaient bossé sur le sujet, globalement, vous étiez foutu. Et là, avec l'IA, on va pouvoir justement, comme disait Sébastien, mettre de la rondeur là-dedans. C'est-à-dire qu'on va rendre finalement avec de l'IA un truc qui soit presque plus humain. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va vous demander. L'IA, elle pourra être entraînée pour vous poser les bonnes questions dont elle a besoin pour le système d'information, mais elle va pouvoir faire ce lien qui vous fait que ça sera beaucoup moins frustrant, en tout cas dans ce cas d'usage-là, d'interagir avec une entreprise quelle qu'elle soit. Ouais, ou même sur la prise de décision, il y a des choses. Là, j'ai monté des petits POC pour des clients où c'en est même
à la fin, le client qui me demande, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas de la magie? Est-ce que c'est pas le turc mécanique, hein, qui est, est-ce que t'as pas triché? Est-ce que j'ai pas triché? Parce qu'à une IA, on peut lui dire, par exemple, voilà les possibilités sur la base de données. Tu peux consulter, voilà ma requête SQL pour consulter une fiche client, pour inscrire le client, pour créer un produit, etc. On lui donne les possibilités et elle reçoit une demande en langage naturel et elle se débrouille pour appliquer dans le bon ordre les bonnes instructions. Et donc c'est ça qui était assez même bluffant, parce que même qui fait un peu peur, parce qu'on se dit oula, je lui ai donné accès à mes commandes SQL. Et c'est elle qui va le décider dans quel ordre elle va le faire et comment elle va faire. Non, mais moi, je voudrais une supervision, je voudrais quelque chose. Donc, il y aura de toute façon un temps social d'acceptation. Il est fort probable que les clients demanderont au départ des consoles de supervision en disant, entre la demande de mon client et ce qui va se passer dans le système d'information, je veux que quelqu'un regarde ce que l'IA, cette entité magique, voilà, magique, va faire. Et puis au fur et à mesure, on va rentrer dans l'acceptation. C'est un petit peu comme aujourd'hui, on a un peu du mal à accepter. Il y a des drones qui volent et pourtant il y a encore des pilotes parce qu'on aurait du mal à accepter à rentrer dans un avion sans un commandant de bord. Mais le commandant de bord aujourd'hui, il ne fait qu'appuyer sur le pilote automatique du début jusqu'à la fin, quoi. Mais Sébastien, est-ce que tu penses pas déjà que c'était assez compliqué pour des vieilles organisations de passer au numérique? Est-ce que tu penses pas que le saut en plus vers l'IA va pas être encore plus grand et encore plus dur à adopter pour certaines... Je laisserai Sébastien, mais moi, je pense qu'à l'inverse, c'est beaucoup plus simple pour elle. C'est parce qu'en fait, moi, je trouve que l'image de l'assistante ou de l'assistant, elle est bien. C'est-à-dire qu'en fait, dans les IA, tu peux avoir une armée de petits gars qui vont faire du travail, qui était fait par des humains, et qui vont faire un taux d'erreur, parce qu'il faut l'accepter. C'est-à-dire que du moment qu'on a de l'IA, on va avoir un taux d'erreur. C'est-à-dire que le process informatique tel que nous, on a l'habitude de le faire, il fait pas d'erreur. Il y a un arbre de décision, il arrive toujours dans une case. L'IA, elle n'a pas cette manière-là, et elle va traiter potentiellement 2 cas identiques, elle va les traiter de manière différente. Donc en fait, pour les grosses entreprises et les entreprises qui sont un peu rigides, c'est ce que tu as l'air de dire, c'est beaucoup plus facile de mettre ces petits modules à la frontière du SI, parce que justement, elles sont capables d'avoir de la souplesse beaucoup plus facilement que dans une startup où tu peux définir un process parfait, quoi. Okay. Sébastien, mais aujourd'hui, pour moi, il y a une très grande opportunité pour les petites structures avec l'IA, parce que les coûts d'accès sont quand même dérisoires. L'abonnement de ChatGPT, c'est quand même $20 par mois. Mais t'as pas accès à l'API à l'infini. Tu payes quand même accès à l'API à l'infini. Mais ne serait-ce que pour déjà s'éviter... je connais des clients, ils ont pas de service juridique. Quand ils reçoivent un contrat, ils demandent à ChatGPT, fais-moi la lecture... dans le modèle GPT-4, modèle plus avancé, fais-moi la lecture, dis-moi mon risque, qu'est-ce que je dois anticiper, etc. Donc déjà ça, en termes d'assistant, de copilote, on pourrait dire au quotidien, pour les PME, voilà. Et après l'API, c'est quelques centimes l'appel. Le programme informatique, en une vingtaine, une trentaine de lignes de code, on est déjà capable de faire quelque chose. Ce qui pose plein de questions pour les ESN. Aujourd'hui, le modèle économique des ESN sur l'IA, il est tombé par terre aussi. Pourquoi ? Parce que les ESN, jusqu'ici, elles vendaient de l'entraînement. Donc, elles disaient, voilà, on va récupérer vos données, on va les analyser, on va les nettoyer et on va entraîner un modèle. Et ça va durer 3 mois, etc., etc. Aujourd'hui, on arrive avec un modèle sur étagère, comme GPT-4, qui a une surface cognitive qui est la plus aboutie. Et en fait, elle est plug and play. Ce qui pose plein de problèmes, justement, aux ESN en disant, ah oui, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire exactement aujourd'hui, quoi. Non, c'est une vraie chance. Aujourd'hui, c'est plus, il y a la difficulté, c'est de faire prendre compte, ça c'est vraiment une difficulté d'acculturation. C'est un mauvais mot, un mot qui est pas très joli, mais de compréhension de qu'est-ce qu'on peut faire avec, qui sort de la magie, qui sort de l'effet magique, parce que, à contrario, ça a l'air tellement puissant que parfois, il y a des gens qui me demandent, pour le coup, l'impossible. C'est-à-dire que ils demandent des choses totalement surréalistes sur l'IA, quoi. Si on revient, alors il y a plein de sujets, hein, notamment dans ce que tu as évoqué, Seb. Aujourd'hui, si on revient juste à l'IA, comment est-ce qu'on le met en place au sein des applications ? Aujourd'hui, c'est dur à mettre en place une IA dans une application ? Non, enfin, c'est pas dur. Enfin, moi, je partage pas ton enthousiasme pour dire que Madame Michu est capable de le faire, mais je veux dire, la moindre personne un peu informaticienne intègre ChatGPT en une semaine, quoi. Allez, je fais large sur le sujet. Donc oui, c'est raisonnablement facile. C'est raisonnablement facile d'intégrer au même titre que n'importe quel des services que vous utilisez sur votre cloud provider habituel.
Ouais, c'est vraiment sur étagère. C'est quelques lignes de code. OpenAI, ils ont des SDK en Python, etc. Donc c'est vraiment très très rapide. Ce qui est le plus compliqué, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire avec. Qu'est-ce que je vais en faire et d'aller creuser le besoin et creuser le besoin et tu vas peut-être l'évoquer un peu plus tard sur ce qu'on appelle le prompt, en fait, le prompt engineering, parce que l'IA par défaut a un degré de liberté énorme. Moi, le premier truc quand on me livre un projet IA, ou lorsque je vois sur Twitter des sociétés qui disent voilà, on a mis une IA en ligne, vous pouvez discuter un chatbot. La première question que je lui pose à cette IA, c'est qui est Napoléon? Et généralement, elle arrive à me répondre. Et c'est pas ce que veut le client final. C'est-à-dire que souvent, les gens disent, bah voilà, je vais mettre ma documentation en ligne, je vais brancher l'IA, et puis les gens vont poser des questions à l'IA sur ma documentation, elle va aller regarder. Mais dans ce moteur d'IA, dans ce réseau de neurones, si on n'est pas très direct sur le prompt, si on ne crée pas des mesures de sécurité, l'IA, elle peut sortir des sentiers battus, quoi. On reviendra là sur ce sujet après, mais pour simplement finir un petit peu sur l'IA au sein des apps, tu parlais tout à l'heure des coûts, de dire ça coûte que quelques centimes ou pas au service. Mais aujourd'hui, demain, tu mets dans ton application une IA, tu vas avoir potentiellement l'utilisateur qui va envoyer je sais pas combien de... Oui, mais... Est-ce que ça a un coût significatif en termes de monétaire? Là où je serais beaucoup plus prudent que Sébastien sur la partie coût, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte rien. Enfin, faut être très honnête, c'est quelques centimes. Même si vous faites fois 1 million, ça reste pas beaucoup. Par contre, on sait très bien le modèle de fonctionnement des systèmes cloud SaaS, c'est que ça commence pas cher, et puis après, le jour où c'est bien impliqué dans les applications, ils font x10 facilement, et on le voit bien sur les types AWS, Azure, que les factures commencent à grimper, parce que voilà. Donc, je serais pas très rassuré sur l'évolution du coût à moyen terme et à long terme, mais en tout cas, à date, on peut pas dire que ça coûte cher. Et en effet, ils mettent un effort démesuré à baisser les coûts pour qu'on y aille. Donc après, on verra. Puis une fois que ce sera indispensable. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais on peut pas dire qu'aujourd'hui ça soit cher. Mais techniquement, une IA, ce qui coûte le plus de prix. Ça, moi, je suis pas très expert en ça, mais ce qui coûte le plus de prix, c'est de l'entraîner. Une fois qu'elle est entraînée, ça reste quelque chose qui est entre guillemets gratuit à l'utilisation, non? Non, parce que le modèle que tu as généré, qui est entraîné, donc c'est souvent et puis c'est LLM, donc c'est des modèles massifs, donc c'est des milliards de paramètres. Ces milliards de paramètres, en fait, pour les mettre en œuvre, il faut une machine qui est sacrément musclée. Donc aujourd'hui, il y a 2 modèles. Tu as le modèle fermé d'OpenAI. Alors c'est open, mais c'est fermé. Mais c'est de l'API sur étagère, donc c'est à l'usage. Donc c'est 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, $5 en fonction de ce qu'on on va utiliser. Et après il y a le modèle open source où on peut installer sur des serveurs des modèles. Donc il y a des packages aujourd'hui qui permettent facilement de les installer, de les déployer, etc. et d'envoyer des prompts et de récupérer voilà. Et évidemment leur capacité à générer du token à la seconde ou à la minute va dépendre de la puissance de la machine. Et de la taille du modèle. Donc il y a des modèles assez faibles aujourd'hui, par exemple Mistral, qui est une IA française, Cocorico, qui a sorti un modèle open source avec 7 milliards de paramètres, qui est assez léger, donc on peut l'installer sur une machine. Aujourd'hui, les derniers MacBook avec des puces M2, M3, ça tourne en local et ça va plutôt vite. Donc il y aura du edge computing sur ce type d'application. Il est probable qu'un jour on aura des IA directement dans nos smartphones, en fait, en local, sans faire cet appel dans le cloud. Mais ça reste des modèles qui ont plein de soucis d'hallucinations, d'erreurs, etc. Mais pour faire des petites choses conversationnelles ou être très très créatif, ça marche très bien. Okay. Est-ce qu'on pourrait pas du coup imaginer des modèles beaucoup plus spécifiques, comme on disait pour un client, ou comme tu disais pour la documentation, où le modèle il est entraîné uniquement sur la documentation? En fait, c'est l'idée qu'on pourrait avoir avant, mais ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu disais, je vais prendre quelqu'un qui sort. J'aime bien ton image que tu m'as donnée tout à l'heure sur l'étudiant. C'est comme si tu disais, je vais prendre un étudiant qui ne sort que de cette école-là, alors que tu peux avoir un étudiant qui a fait toutes les écoles. Tu vois. Ouais, mais si c'est pas le même prix, tu vas prendre un étudiant. Oui, mais c'est le même prix, en fait. Si c'est le même prix, oui. Si c'est pas le même prix. Donc, du coup, tu te dis, et j'aime bien ton image, je la trouve très bien. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un gars qui sort d'école et qui a fait toutes les écoles du monde. Tu vois. Donc, tu vas pas te dire, ah bah non, je vais le restreindre à l'IUTA parce que je vais faire de l'informatique. Bah non, ça sert à rien, en fait. En tout cas, tu mets le doigt sur quelque chose de très important à comprendre, techniquement. C'est que, le modèle d'IA, c'est un réseau de neurones sur lequel on l'a appris à faire des tâches. C'est pas une base de données.
Donc c'est-à-dire que pour éviter en fait entraîner une IA sur tes données à toi, ça va générer quoi ? En fait, l'IA, ce qu'elle va apprendre, c'est plus la forme que le fond. Et c'est là où en fait OpenAI, Meta, etc. ont réussi à faire des choses importantes, c'est qu'ils ont pris des milliards de textes, des milliards de textes. Et tout d'un coup, il y a une forme en fait de connaissance qui émerge, donc de surface cognitive, on pourrait dire. Donc aujourd'hui, si vous voulez travailler, par exemple, si vous voulez mettre en place un helpdesk avec une IA, faut pas entraîner le modèle de l'IA, faut prendre une IA avec une surface correcte, un GPT-3.5 pourrait le faire, et simplement on va adosser à ça un programme qui va aller chercher l'information la plus pertinente. Donc c'est mon stagiaire en fait. C'est mon IA, et ma donnée, c'est une armoire dans laquelle il y a plein de classeurs, et en fait, je peux utiliser d'ailleurs l'IA pour faire des recherches. Il y a le gros apport de l'IA, c'est aujourd'hui, on peut faire ce qu'on appelle de l'indexation sémantique, donc on n'est plus lié aux mots-clés, en fait, et on va aller d'abord chercher le contenu le plus pertinent par rapport à la question posée, et on va ramener ce contenu, donc je prends mon classeur de mon armoire, et je vais le mettre dans le prompt, en fait, de l'IA en disant tu dois formuler la réponse à cette question en tenant compte de cette base de connaissances. Et c'est là où il y a un potentiel incroyable pour les entreprises. Moi, je me suis même amusé à faire un petit audio guide du château de Versailles où c'est Louis XIV qui te parle et tu peux lui poser des questions, etc. Et il tient compte de la base de connaissances que tu lui donnes. Et simplement, tu utilises l'IA comme étant le cerveau, c'est-à-dire cette entité cognitive qui est capable de comprendre que tu lui as donné du contenu et qu'elle doit travailler uniquement avec ce contenu pour éviter quoi ? Les fameuses hallucinations. Ok. Je m'attendais à une autre question, Arthur. Non, je processe. Donc on appelle ça le RAG. Petite surface cognitive. Je fais l'IA, moi j'ai pas 7 milliards de paramètres, dans les deux. Donc c'est les techniques, on appelle ça le RAG. Et puis alors, il y a des techniques, si vous voulez regarder sur Internet, en fait, il y a beaucoup de buzz là-dessus où en fait on va indexer sémantiquement des textes, des images, etc. Donc ce qu'on appelle dans des vecteurs multidimensionnels, et on analyse ces vecteurs dans l'espace pour savoir quelles sont les occurrences les plus proches pour ramener les bons contextes. C'est un domaine assez intéressant. Ok. Si on passe à notre deuxième grand sujet du jour, qui est l'IA générative et notamment au service des développeurs que vous êtes autour de la table. Est-ce que déjà vous utilisez, vous à titre perso, l'IA quand vous développez ? Nathan ? Oui, pas mal. Je l'ai même recommandé aujourd'hui d'ailleurs. Mais surtout pour toutes les actions un peu bêtes et méchantes. L'exemple que j'ai donné aujourd'hui, c'était on a une migration SQL, on doit créer un objet en Java par exemple qui reprend cette migration. C'est bête et méchant. Et l'IA le fera vraiment très bien et c'est vraiment un gain de temps qui est assez considérable. Et je sais que j'en ai une autre utilisation, c'est surtout pour dès que j'ai un sujet que je connais pas trop et j'ai envie d'avoir des axes d'attaque. Je lui donne mon sujet, comment tu ferais, etc. Il me donne plusieurs solutions et ça me donne un ensemble global de ce que je vais chercher sur le sujet. Je ne laisserai jamais garder la dernière connaissance en me disant ce qu'il m'a dit, c'est sûr, parce que c'est sur de l'informatique quand même pas si souvent ça c'est pas si souvent juste. Genre le global est juste, mais le fond pas trop en général quand c'est du complexe. Mais j'aime bien avoir un angle de recherche à travers l'IA surtout, plus que générer du code. Arthur, tu l'utilises pour les mêmes Ouais, raisons ? moi je l'utilise un peu pareil, et moi je l'utilise carrément dans mon IDE parce que j'ai souscrit à Copilot pour tester. Et c'est vrai qu'en fait il est très bon pour analyser ce que tu as écrit un peu autour et entre guillemets deviner ce que tu as envie de faire. Je prends souvent cet exemple, mais en React, t'as fait tes profs, donc t'as mis tes entrées dans ton composant, et tu veux pouvoir typer ça pour que ce soit plus propre. Tu commences à écrire ton type, et en fait, il sait que tu veux entre guillemets mettre tes profs dans ton type, et il va automatiquement t'auto-compléter tes 12 props que t'as mis, et ça te permet d'éviter de faire le copier-coller à la main. Donc c'est plein de petits gains de temps, ça t'aide pas à réfléchir, ça t'empêche justement de faire des choses bêtes et qui sont pas très intéressantes en tant que développeur. Et après moi j'utilise aussi ChatGPT pour lui demander des fois de me proposer des optimisations de code. Si jamais j'ai une fonction qui est un peu grosse ou un peu complexe, je lui dis qu'est-ce que tu me proposerais. Et j'aime bien aussi l'utiliser pour lui demander de simplifier des choses ou de m'expliquer des choses. Il est assez bon pour donner des exemples et des contre-exemples. C'était en début de semaine, je voulais lui demander des exemples et des contre-exemples pour la troisième forme normale pour les bases de données. Et en fait, il m'a carrément limite créé un modèle de base de données. Il m'a créé des bons exemples, des mauvais exemples. Il m'a dit comment est-ce que ce serait mieux, etc.
Et alors ça se trouve il a dit n'importe quoi, mais en tout cas c'était beaucoup plus clair que tout ce que j'avais déjà lu sur Google avec des articles ultra complexes. Et en fait je lui demandais des fois si c'était pas clair, précise-moi ce point-là, etc. Et il était assez bon pour rentrer de plus en plus dans le détail. Donc je trouve qu'il est c'est assez intéressant si on veut rentrer dans un sujet pour faire des métaphores et tout. Il est assez bon, bizarrement d'ailleurs. Ouais, tu vas plus sur Stack Overflow alors. Non, je suis plus allé sur Stack Overflow depuis longtemps. Mais je vais plus beaucoup sur Google en fait. En fait, c'est ça, ouais. Mais voilà. Mais j'utilise assez régulièrement. Du coup, en termes d'outils, ChatGPT, GitHub Copilot. Et c'est tout. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Mmh. C'est les plus connus, mais en copilot de code, on va dire, pour aider à coder, il y a Tab9. Enfin, il y en a des milliers, je pense. Enfin, je sais pas combien d'outils d'IA sont sortis depuis ChatGPT, mais ça doit être des milliers, voire des millions. Et pourtant, ça reste le meilleur. Et pourtant, mais oui, mais en fait, et la plupart utilisent l'API de ChatGPT. Mais quand je vois sur Twitter le nombre de threads en mode 25 outils qui utilisent l'IA que vous pouvez plus vous passer, les 24 premiers ils sont nuls, mais les gens ont des idées, quoi. Et vous l'utilisez, du coup, donc, de ce que j'ai compris, pour un ensemble de tâches, donc soit pour ouverture d'esprit ou pour aller faire quelques tâches répétitives. Vous l'utilisez pas, pour tout et n'importe quoi. Enfin, finalement, il y a vraiment des limites. Ouais. Pour le code, je lui demande quasiment jamais de me générer du code. Sauf des trucs à la con, genre une animation CSS que j'ai la flemme d'aller chercher sur Internet. Enfin, des choses qui m'intéressent pas forcément. Je sais pas, la dernière fois, pour une application qu'on a fait en interne, je lui ai demandé de faire une pluie d'emoji. Je lui ai dit, fais-moi une pluie d'emoji, il me l'a fait, parce que ça m'intéressait pas de le faire. Mais je lui demande très rarement de me générer du code, ou dans ma vie perso, c'est plus vraiment pour des questions précises. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que moi, je l'utilise jamais pour du code parce que je trouve que c'est quand même pas très bon. C'est vraiment pas très bon. C'est-à-dire, tu lui demandes du code. Pour faire du code intelligent, non, mais c'est pas très bon. Pour comprendre du code, mais après, bon. Je pense que c'est toujours pareil. Ça dépend de ton niveau de compréhension. Je pense que ça dépend ce que tu lui donnes aussi. Par contre, moi, je l'utilise énormément en mission d'expertise pour jouer mon copain stupide qui me renvoie la balle. C'est-à-dire, je lui dis, par exemple, je sais pas, je cherche un problème de performance sur une appli. Je lui dis tout ce que j'ai déjà testé et je lui dis, bon, j'ai pas d'idée là, vas-y, file-moi des idées. Et il te file des idées, il te sort, tu sais, à la ChatGPT, il fait tes 10 bullet points. En somme, en conclusion. Ouais, et du coup, dans les 10 idées, il y en a souvent, alors, comme tu disais, c'est souvent des espèces de trucs assez proches sémantiquement, tu vois, du truc. Et souvent, en lisant ce truc, je dis, ah non, c'est vraiment stupide ce que tu me dis. Et d'un coup, ça me fait germer une idée parce que du coup, il m'a amené dans un sujet où j'étais pas, tu vois, un petit peu à la frontière du sujet, en me disant de réfléchir sur, je te dis n'importe quoi, tu devrais réfléchir au CSS. Et puis en fait, tu dis, mais ça a aucun sens dans les problèmes de performance que ce soit. Mais et du coup, ça t'amène à d'autres manières de penser. En fait, il t'aide à réfléchir. Ouais. Et c'est un peu le problème. Comment on appelait ça, le petit canard, là, tu sais, c'est quand tu expliques ton problème à quelqu'un, il te répond. Et ça, c'est exceptionnel. Parce que t'as jamais eu quelqu'un sur lequel tu peux moi, des fois, je l'insulte. Moi, j'avoue, et j'ai un peu honte de dire ça, mais je le personnifie vachement. Moi, je demande s'il te plaît, des fois. Ouais, et je suis très poli. Et je dis merci très avec des smileys aussi. Et des fois, j'ai honte de lui demander 44 fois la même question. et c'est vrai, je te dis. Oui, mais parce que tu n'oserais pas le faire avec ta propre équipe. Bah non. Et en fait, je me dis, si j'avais, par exemple, Nathan, qui peut jouer ce rôle-là de me dire, écoute, Nathan, viens m'aider, j'ai un problème. Et ben, j'aurais honte de lui dire 40 fois, c'est stupide ce que tu me réponds, donne-moi une autre idée. Ouais. Et ça, on peut le faire. Et ça, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est pour le parti professionnel. Je l'utilise beaucoup pour ça. Et je l'utilise beaucoup aussi pour me donner des idées des manières de penser. Je trouve que c'est très bien. Et en particulier, alors, j'avais pas appris ce réflexe-là, mais je l'utilise de plus en plus et ça remplace Google dans 90% des cas. L'autre jour, c'était une question très bête, mais je lui demandais combien de temps il fallait faire cuire des carottes. Non, mais c'est vrai, et je trouve que ça démontre la puissance du truc. J'ai cherché pendant 10 minutes sur Google combien de temps il fallait faire cuire des carottes à l'autocuiseur. C'est tout bête, hein. Mais du coup, t'avais une pop-up, t'arrives sur Google, t'as les 10 liens, il faut que tu cliques dans le truc, une fois sur deux, il te met une pop-up de validation du contenu, ce que t'as envie de regarder, ce que t'as pas envie de regarder. Il y a des pubs de partout, finalement, c'est pas le bon truc, t'en fais 3 fois. Ça m'a énervé, je tapais sur le truc, et il m'a dit, pour ta variété de carottes, c'est 5 minutes. Bon, en fait, j'en sais rien si c'était 5 minutes. Oui, c'était bon. Ou 7, mais ça a bien marché. Tu vois. Et en fait, vraiment, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça répondait à toutes les questions. Ouais, c'est Siri sous stéroïde, en fait. C'est Siri alors moi, j'ai été très, très, très critique des Siri, Alexa et compagnie qui ne comprend jamais rien de ce que tu lui demandes. Mais vraiment jamais rien de ce que tu lui demandes, même les instructions simples. Là, pour de la recherche, c'est fantastique. Mais même, tu lui demandes, tu lui dis, quel est l'acteur qui a joué dans ce film, il te répond, quoi. Enfin, je veux dire, et il te répond de manière beaucoup plus précise que tu peux faire avec un Google. Et puis tu peux lui demander, je te dis, moi souvent, j'aime bien me renseigner sur les films que je regarde. Et puis tu peux continuer la conversation. Le fait conversationnel, c'est vraiment quelque chose qui change la donne. C'est-à-dire, tu dis, explique-moi sa bio, qu'est-ce qu'elle a fait, ça. D'ailleurs, les résultats sont meilleurs
si tu rentres C'est dans ça. une conversation, Ouais. parce que le modèle a été entraîné comme ça en fait. Et du coup, tu te dis, et c'est vrai, en fait, pourquoi je fais des recherches Google? Parce que dans 90% du temps, ça ne me sert à rien. Mais du coup, ça sous-tend plusieurs questions, et notamment le fait de la confiance, tu vois. Parce que ton exemple de carotte, typiquement, et je pense que c'est valable aussi, notamment pour la génération de code, on en reviendra là-dessus. Mais comment est-ce que tu peux te dire, sa réponse, elle est vraie? Alors, tu peux pas. En fait, en vrai, tu peux pas. C'est-à-dire, quand t'es expert du domaine, comme je le suis en informatique, je peux challenger ce qu'il me raconte. Pour les carottes, c'est plus dur. Pour les carottes, franchement, j'ai pas d'avis. Mais pour le code, ça va, parce que tu peux mettre ton code, lancer et voir si ça marche. Pour Oui. les carottes, bon, bah, Oui, si mais- c'était 4 minutes au lieu de 6, bah, tes Ouais, mais carottes, elles sont cramées, quoi. ça inclut qu'après, le but du code, c'est que ça marche, mais enfin, tu vois, si t'as d'autres standards, typiquement de perf, de qualité, Mais etc. là où je suis d'accord avec Camille, c'est que aujourd'hui, et c'est le vrai sujet de l'IA, c'est que tu peux pas passer ton temps à challenger ce qu'elle te dit. C'est-à-dire que malheureusement, enfin, Sébastien, toujours c'est ton d'accord avec avis, toi. mais c'est super dur d'être contre ce qu'elle te dit parce qu'elle a un peu plus de connaissances que toi, et que même si elle hallucine, c'est pas souvent facilement trouvable. Ouais, il faut toujours. C'est un peu comme le mode autonome de la Tesla, quoi. Il recommande de garder les mains sur le volant, quoi. Ouais, Donc, c'est on est encore. Alors, tous les éditeurs font pour réduire ces taux d'hallucination, pour ajouter des guardrails pour éviter que ça sorte dans le décor. Alors, ce qui pose plein de problèmes parce que dès qu'ils enlèvent un bout, c'est l'effet Hollywoodie. Hein, donc, c'est-à-dire que on enlève une partie du mal et bien une partie du bien aussi qui est enlevée. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, il faut faire très attention. Après, aujourd'hui, clairement, les études démontrent que ceux qui en bénéficient le plus, ce sont des experts. C'est-à-dire que ça fait gagner un C'est temps ça. fou. Expert ça veut pas dire senior, parce que moi j'ai de plus en plus de remarques dans votre monde de technique où justement ChatGPT, c'est un peu le senior développeur qu'on a sous la main. C'est-à-dire que quand je démarre et que je connais pas une regex, une expression régulière, quand mon DBA n'est pas là pour me répondre à telle jointure SQL, en fait j'ai une machine qui est capable de me répondre. Alors peut-être que parfois ce sera à côté de la plaque, etc. Mais au moins, je ne suis pas bloqué. Et puis, on peut lancer un code, avoir un message d'erreur. Moi, c'est souvent ça que je fais. Hein. Moi, je suis vraiment en dessous le plus mauvais des techniciens autour de cette table. Mais je développe avec ChatGPT. Et en fait, des fois, je m'embarrasse pas. Je prends le code erreur, je lui passe. Il me dit « Ah, excusez-moi, oui, j'avais pas vu. » Voilà. Donc, et en fait, c'est marrant, c'est une forme d'entité. Plus on travaille avec elle, et plus, je sais pas, il y a une forme de plasticité qui s'intègre dans notre cerveau, et on commence à la maîtriser en disant ah là je sais que je vais pouvoir lui poser la question et qu'elle va me répondre correctement. Ah là c'est pas utile d'y aller. Donc il y a pas, et en fait c'est ça qui est très difficile aujourd'hui avec ces machines là, enfin avec ces IA là, c'est qu'il y a pas de mode d'emploi. Et donc le seul moyen c'est de s'y coller. Et des fois on est très déçu parce qu'on a passé 3 heures sur un truc et en fait le résultat est épouvantable et on se dit mais mince, si j'avais commencé à le faire tout seul je m'en serais sorti. Et puis tout d'un coup, il y a une pépite. Tout d'un coup, il vous sort un truc auquel vous n'aviez absolument pas pensé. En plus, maintenant, il y a où ça permet de sortir légèrement de sa zone de confort. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire que on fait du développement, on n'est peut-être pas hyper bon en DevOps, et on peut s'y mettre. Alors notamment dernièrement dans l'IA, elle sait analyser de l'image. L'autre jour, j'étais sur l'interface d'Azure, il y avait plein de boutons, plein de coches. J'ai fait un copier-coller de l'écran. Et je l'ai mis à ChatGPT, je dis sur quel bouton je dois cliquer. Et il m'a dit c'est là, c'est là. Et après je lui ai demandé pourquoi, parce que j'avais envie de comprendre. Donc voilà, donc c'est toujours pareil. On va être avant l'IA, on avait des développeurs qui prenaient le repo GitHub, qui faisaient des copier-coller comme des cochons, qui balançaient ça, etc., etc. Et puis il y a des gens qui prennent un peu plus de temps, qui essaient de comprendre. Bon voilà, faut rentrer dans cette nouvelle façon de travailler. Moi, je sais pas quel est votre ressenti autour de la table, mais finalement l'IA, en tout cas dans le cadre du développement, ça remplace moins qu'on ne le pense un informaticien de base. L'informaticien de base, en fait, il est assez difficilement remplaçable. Ça remplace plutôt, comme je dirais Sébastien, le semi-tech lead ou le semi-consultant ou cette espèce de personnage un peu qui ne codait pas mais qui avait un certain savoir et une expérience, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait quand t'as un vrai problème de code, il sait pas faire. Franchement, il est bloqué le truc quoi. Il sait pas coder à ta place. Par contre, si tu lui dis j'ai besoin d'aide, par où tu devrais partir, là il est bon, tu vois. Donc c'est plutôt moi j'ai souvent tendance à dire, alors je vais critiquer, ils nous entendent pas, je m'en fiche, Reuters et autres grands cabinets de conseil qui nous mettent des brassées de mecs avec pour faire des PowerPoint. Franchement, ça fait mieux.
C'est-à-dire que l'IA est meilleure que n'importe quel consultant informatique que vous allez acheter. Tu trouves pas? C'est-à-dire que, non mais c'est vrai, si tu lui demandes une étude sur une technologie, les points forts et les faiblesses d'une techno, quelle qu'elle soit, il va te faire un truc qui est mieux que ce que même moi je ferais au bout de 20 ans d'expérience sur la techno. En plus, maintenant, il peut faire des PowerPoint. Ouais. Ouais, Non, mais c'est vrai je- que faire une analyse Y a pas à dire. SWOT ou un truc comme ça, voilà, c'est Et il citera des points que t'as même pas pensé toi, et donc. Et les ça, cabinets de conseil sont aujourd'hui en train de se... Ou ne serait-ce que, par exemple, les consultants débutants dans les Big Four qui font ce qu'on appelait cruncher de la data, hein, c'est-à-dire d'une enquête, etc. Ben, en fait, il n'y en a plus besoin aujourd'hui. Ouais, tout ce qui est aussi le domaine de la jury, enfin du avocat, tous les juristes qui faisaient que bouffer des dossiers, etc. À mon avis, ça. Bah, il y a va être Doctrine, compliqué. une start-up qui est là-dessus, là, qui a sorti sa première IA sur le sujet, où en fait, le problème dans les textes de loi, c'est qu'il faut mettre à jour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les ans va sortir des amendements. Je suis pas juriste, donc excusez-moi, mais des amendements, des nouveautés, etc. Et en fait, il y a des gens qui en faisaient des synthèses. Et aujourd'hui, et ça prenait donc il disait avant, un juriste peut passer 7 jours. Bah, aujourd'hui, l'IA nous le fait en automatique en 5 minutes. Ouais, c'est plein de métiers comme ça. Ouais, mais en fait, ça remplace pas le petit truc de manuel que tu fais dans ton coin. Je trouve que ça remplace plutôt ces jobs-là, c'est-à-dire des gens qui crunchaient un peu de la data et qui te faisaient une espèce de synthèse là-dessus, quoi. Mais du coup, quand tu parlais de, tu sais, ça remplace un peu le tech lead, l'expert senior, etc. Ça fait un peu réfléchir en mode, nous qui voulions devenir, entre guillemets, cette personne qui était fort en technique, est-ce que du coup, ça nous cantonne pas à rester des développeurs, entre guillemets, parce que l'IA Non, arrive parce que, alors, je sais pas quand est-ce que tu vas intégrer ce sujet-là, mais le principal problème de tous ces systèmes-là, enfin, je sais pas, on peut enchaîner là-dessus. Vas-y, enchaîne. À mon avis, le principal problème, c'est qu'ils les ont tellement entraînés sur un volume de données très 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 large, c'est qu'elles n'ont pas d'avis. Alors, en fait, en informatique, en tout cas, je parle que sous ce que je demande. C'est-à-dire que si tu lui demandes, par exemple, de te comparer des technologies, elle va te le faire bien. Si tu lui dis maintenant, ChatGPT, on part avec cette techno, bah là, il est paniqué, quoi. Parce qu'en fait, il a du mal à hiérarchiser les choses et à prendre des décisions. Et en informatique, le problème qu'on a, c'est pas tellement l'accès à la donnée. Je veux dire, aujourd'hui, si t'as je sais pas combien de langages de programmation, peut-être, je sais pas, des vrais actifs, tu dois en avoir une quinzaine. Et encore, je dirais Encore. plutôt 10, même moins. Et après, des frameworks, t'en as encore une dizaine par-dessus à chaque fois. Donc en fait, la difficulté qu'a un client lambda face à de l'informatique, c'est dit, bah en fait, je fais quoi? Je veux dire, qu'est-ce que je dois penser du DevOps? Qu'est-ce que je dois penser de Java versus PHP? Qu'est-ce que je dois penser d'Azure? Qu'est-ce que je dois penser de... Bah ça, il sera jamais faire. Il sera jamais faire parce que, enfin, à mon avis, hein, Sébastien, peut-être que tu m'arrêteras, mais je veux dire, aujourd'hui, si tu lui dis, moi, je l'ai poussé, hein, et alors parce que je l'ai poussé, et j'en ai poussé plusieurs des IA en lui disant, écoute, maintenant tu choisis. C'est quoi le mieux entre C# et Java? Eh ben, il ne peut pas. Enfin, je veux dire, il sait pas faire, en fait. Il va te faire des forces-faiblesses qui vont t'aider à mûrir la réflexion, mais il prendra pas de décision. Et donc, l'expert, à mon avis, du futur, c'est celui qui sera capable d'utiliser ces outils-là, mais qui sera capable d'avoir un point de vue qui soit une intention. La prise de risque, en fait. Hein, Prise de risque. Et ça, ils savent pas faire. Hein. Et tu peux avoir tous les experts du monde, ils peuvent te générer des centaines de milliers de rapports. Il y a un moment, il y a un mec qui doit dire, Allez, on y va. on y va. Et moi, je suis convaincu que c'est ça, et je pose tout ce que j'ai sur la table pour aller là-dessus. Et ça, je pense que l'expert de demain, c'est pas quelqu'un qui connaîtra toute la donnée du sujet, c'est quelqu'un qui aura une vraie conviction et qui sera étayé, mais qui sera capable de porter des convictions. Oui, et puis l'objectif initial, en fait, c'est simple, c'est aussi le monde réel. L'IA n'a pas accès à ce qu'on appelle la réalité sensible. Donc, le besoin du client, il faut bien le formaliser. Alors, on va peut-être avoir demain des IA qui vont être capables de poser toutes les questions auxquelles on n'avait pas pensé. Complètement. Quand on revient sur la planche à dessin, on se dit « Merde, j'ai oublié de lui demander ». Bon, bah peut-être que là, on pourra préparer tout le dossier de recueil de besoins avec l'IA, etc. Mais dire à l'IA « Voilà ce que j'attends de toi ». Aujourd'hui, il y a tout un secteur qui est à fond là pour créer des agents IA autonomes. Donc, ils vont se débrouiller à trouver la solution par elles-mêmes, mais il y a bien un humain qui dit « Voilà ce que j'attends de toi ». Donc, après, je pense que moi, l'évolution du travail, elle est aujourd'hui, clairement, ce sont les généralistes qui vont s'en sortir. Voilà, les gens qui sont curieux, qui ont une culture générale, etc. Pour eux, c'est un outil extraordinaire. Celui qui était attaché à une fonction de son métier, aïe aïe aïe, si la fonction elle est automatisable, bah il faut qu'il dépasse cette fonction. Donc les métiers vont totalement évoluer et je pense qu'il y a des petites équipes. Il y a la théorie de Bezos qui dit qu'un projet, une équipe projet, on doit la nourrir avec maximum 2 pizzas. C'est pas parce qu'on est 100 qu'on va beaucoup plus vite. Bah là, justement, on va pouvoir aller encore plus dans cette théorie. C'est-à-dire que peut-être qu'une équipe de 2-3 personnes
avec de l'IA par-dessus, pourra accomplir, aller beaucoup plus loin qu'avant, sans le fait de devoir gérer, parce que plus on est nombreux, plus il faut gérer la communication, plus il y a de friction, plus c'est complexe. Donc c'est ça l'avenir. Donc moi j'aime pas les boules de cristal, j'aime pas les futurologues, donc je vais pas le jouer aujourd'hui, mais il y a un changement fondamental, et ça veut dire aussi quoi? C'est que pour les étudiants, on va devoir non pas maîtriser un langage informatique, mais maîtriser le français, le langage naturel. Parce que la conception, ce sera le résultat, le code sera le résultat de ce qu'on aura dit, voilà ce que j'attends. Donc si on n'est pas capable d'exprimer correctement sa pensée, d'imaginer les choses, etc., l'IA, c'est un miroir. Donc si on dit quelque chose d'assez généraliste, elle fait un code assez généraliste. Et de la même manière, une limitation, alors je sais pas si autour de la table vous partagerez ça, mais ce que c'est pas faire l'IA, c'est elle ne te répond pas sur une question que tu lui poses pas. Non mais c'est bête de dire ça, mais genre par exemple pour un client lambda qui se pose la question de comment faire un logiciel, en fait il saura pas lui poser la question. Il a aucune chance de savoir lui poser la question. Il saura pas ce que c'est que le DevOps, il saura pas ce que c'est. Et en fait moi j'ai beaucoup de mal, et c'est un des défauts de l'IA de manière générale qu'on avait moins avec Google, c'est que quand je connais pas un sujet, tu veux rentrer dans le sujet, et ben en fait t'as pas les mots clés, t'as pas la bonne manière de demander, tu vois. Et comme tu disais, c'est-à-dire que comme tu utilises des mots naïfs, et on a toujours eu ce problème avec Google, c'est que des fois tu sais la question tu la poses mal. C'est pas quoi écrire. C'est pas quoi écrire. Ouais. Je veux dire, si tu prends un sujet autre que nos sujets qu'on maîtrise bien, si je te demande de te renseigner sur la vie des pangolins, ben, je veux dire en fait tu sauras pas grand-chose d'eux, et donc tu vas perdre beaucoup de temps. Donc les gens qui seront dans le futur, ils auront toujours ce besoin-là, c'est-à-dire d'avoir des gens qui ont une connaissance généraliste, et comme tu disais, qui sont capables de dégrossir des projets, et après on pourra aller travailler avec l'IA et aller chercher plus loin les choses. Mais ton boulot d'expert, il sera jamais balayé, parce qu'on a besoin de gens qui ont un avis sur une connaissance métier des choses. Et ça, l'IA, a priori, je vois pas comment elle pourrait venir. Ouais, ou tu vois, inversement, il y a des choses assez amusantes. Il y a dans le monde réel, il y a quand même une dette logicielle qui existe. Il y a plein d'applications qui tournent sous COBOL. Bon, dans les trucs bancaires, etc. Il y a des gens qu'on rappelle à la retraite pour maintenir ChatGPT, c'est faire du COBOL. Donc toi, tu peux rentrer sur un langage que tu ne connais pas avec ta propre connaissance en C, etc. Dire voilà, explique-moi qu'est-ce que ça fait. Ah ok, j'ai compris. Voilà, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que si on arrive avec une certaine culture, c'est pour ça que je parlais de culture généraliste. Donc les écoles, elles doivent travailler sur ça. On peut arriver à des choses qui étaient sur lesquelles on bloquait parce qu'il y avait une expertise technique. Encore une fois, moi, je suis le plus mauvais d'entre vous, des développeurs. Dernièrement, je travaillais sur une API pour un client. Donc, j'ai travaillé avec la bibliothèque FastAPI de Python, et j'ai posé une question. Je dis, tiens, au fait, comment je la sécurise, l'accès, comment je joue le rate limit là-dessus, etc. Et en fait, là, l'IA, elle est formidable. Parce qu'elle m'a dit, voilà, il faut utiliser telle librairie, il faut faire ça, faut encapsuler ça, etc. Et ça, je l'ai jamais appris. Mais je pense que tous ces outils, et de manière générale, ça a toujours été vrai avec les outils, c'est que plus t'en connais de base, plus l'IA, elle va t'en donner. C'est vraiment un miroir, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Et donc du coup, c'est pour ça que ça revalorise complètement les études. Au contraire, c'est-à-dire plus tu auras une connaissance intelligente des choses, plus ce que tu vas lui demander va t'aider, quoi. Mais ça va être un sacré sujet dans les écoles, dans l'éducation, etc. Parce que si dès ta tendre enfance ou quoi que ce soit, tu as l'habitude de tout demander... ça, c'est le problème de fond. C'est-à-dire que l'IA, pour les gens intelligents, ça va être fantastique. L'IA, pour les gens, et je me permets le terme stupide, ça va être un drame. On risque de voir un fossé, en fait. Ouais, on risque de voir un fossé. Et vous pensez que, du coup, dans les CV de demain, on verra la compétence prompt engineer ou... C'est sûr. Mais déjà, il y a déjà des métiers non, prompt engineer qui non, on verra pas. Est-ce que vraiment tu vois la compétence Windows sur un CV? Oh là, suite Office. Non, mais suite Office dans les métiers du marketing. De base. Enfin, excuse-moi, mais en dev, on voit des petits points HTML, CSS. Et on les recrute tous les pas, CV. On les recrute pas, ces oui, gens-là, parce qu'on le sait. Oui, mais je veux dire, le HTML 5 sur 5. Je veux dire, ça, c'est vraiment ça va être une question, ce que tu dis là, la question de, est-ce qu'ils vont mettre ça sur leur CV, c'est une question de boomer dans 20 ans, quoi. Ouais, en fait, aujourd'hui, il y a franchement, dans les métiers du marketing, je suis pas sûre, parce que typiquement, tu fais dans la création de contenu pur, ouais, excuse-moi, on est nombreux, quand même. Non, mais en fait, tu mets le doigt sur quelque chose parce qu'en plus, il y a une espèce d'enthousiasme
oui, prompt engineer, 300 cas par an en Californie, tout ça, la belle bagnole, la Tesla, tout ce que tu veux. Et en fait, tout à l'heure, Arthur parlait de démocratisation. Une des clés, un des blocages aujourd'hui de l'utilisation de l'IA, c'est justement être capable de lui donner la bonne instruction. Donc les IA, il y a encore 6 mois, il fallait écrire des pavés, etc., pour arriver à voilà. Et aujourd'hui, c'est en train de se rétrécir. C'est-à-dire que ils savent que l'IA, il faut pas la laisser dans la main juste de gens qui vont être capables d'écrire des tartines. Donc en fait, ils sont en train de travailler sur des IA où on va dire voilà quel est notre objectif, et c'est l'IA qui va s'auto-prompter. Ouais. On le voit déjà avec sur Jasper AI par exemple, ils font ça. Tu peux faire améliorer ton prompt et il te voilà, ou dans Dali c'est ce qu'il fait. Ouais. Dali, c'est tu dis voilà ce que je veux, et en fait il réécrit ce que tu veux pour que ça génère ton image. Et donc il est fort probable que demain on aura plutôt, alors ça va vous faire marrer, mais je pense que c'est l'IA qui va nous prompter nous. C'est-à-dire on va avoir notre assistant et elle va sans arrêt nous poser des questions. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Exactement d'accord avec ça. Il va y avoir une inversion. Donc, le prompt engineering, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? En fait, c'est des trucs et astuces parce que c'est des modèles, on va dire, sémantiques. Et donc, pour arriver à un résultat hyper singulier, il fallait l'emmener dans un terrain hyper précis sémantiquement, donc rajouter plein de trucs, etc., pour que ça fonctionne. Demain, il est fort probable que soit il y aura des librairies, en fait, où on aura c'est les GPTs là qui sont sortis, par exemple sur ChatGPT, des presets en fait. Alors, moi, je fais du synthé depuis 40 ans, peut-être pas, mais depuis 30 ans, on va dire. Dans les années 70, il y avait des synthétiseurs modulaires. Il fallait à chaque fois reprogrammer le son, machin, tout câblé. Puis après, ils ont fait des semi-modulaires où il n'y avait plus les câbles, il y avait juste à tourner les boutons. Et aujourd'hui, un synthé, c'est t'appuies sur des boutons, t'as un preset, tu dis je veux un son de piano, je veux un son de machin, etc. Et demain, l'IA, c'est ça. En fait, on aura des IA. Et il est fort probable qu'on aura une IA assistante qui gouvernera toutes les autres IA. Et c'est la puissance, ça va venir de là, en fait. C'est qu'on aura une IA qui aura accès plein d'IA spécialistes, expertes, et qui feront le job, et qui, voilà. Donc, le futur ça va énormément évoluer. Les possibilités sont infinies. Hein. J'avais vu la dernière fois, j'ai écouté un podcast sur l'IA, la personne disait qu'elle utilisait un outil qu'elle avait installé sur son Mac, et en fait, ça prenait des captures d'écran toutes les X secondes, et en fait, l'IA, du coup, elle savait ce qu'avait fait la personne tout le temps. Et du coup, il pouvait lui demander, attends, mais j'ai fait quoi il y a 3 semaines, j'avais été sur un site, est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est? Et en fait, globalement, elle connaissait sa vie de par son Mac. Et du coup, l'IA était littéralement genre un mode incognito sur son épaule. Second cerveau. C'était vraiment son... Et du coup, il pouvait lui demander ce qu'il voulait, il pouvait lui dire, oui, j'ai vu cet article, tu peux m'enfin. Et je trouvais ça, moi, j'adore voir tout ce que les gens font avec les IA, et je trouve ça assez fascinant. Il y a des démos aujourd'hui, c'est assez marrant, où tu parles à ton Apple Watch en disant fais-moi un site web sur la programmation en Node.js, et l'IA te génère le truc et elle te publie ça sur Versal en automatique, et t'as ton site. Et là, alors, je sais pas si on a. Je sais pas s'il reste du temps parce qu'il est 18h30. mais il y a des sujets sur lesquels on peut parler. Mais il y a plein de limitations qui vont arriver très rapidement avec l'IA, qui sont dues à l'utilisation de l'IA. Je sais pas si t'as une section là-dessus, Camille. La nourriture. Comment l'IA se nourrit? Non, mais je veux dire, on va bientôt. Mais il y a pas mal de limites, hein, finalement. Je veux dire, ça va devenir une poubelle Internet, mais comme ça n'a jamais été. Enfin, déjà, c'était déjà une poubelle. Oui, moi Non, mais c'est. Internet aujourd'hui, il est pas fait pour les humains, il est fait pour Google. Donc c'est ce que tu as dit tout à l'heure. T'essayes de séduire, pour créer du contenu, de séduire Google. C'est ça. Voilà. Premier, tu vois. D'abord, t'essayes de séduire Google, ce qui fait que t'as des pages en scroll infini où on te dit 15 fois les mêmes trucs, machin, et dès que tu cherches ce que tu veux, c'est un peu impossible, un peu complexe. Donc non, il est fort probable qu'on aura le sujet aujourd'hui. En effet, il n'y a plus de barrière à l'entrée à la génération de quoi que ce soit, de fausses images. Dans l'actualité, il y a même des journaux qui ont utilisé des images générées par l'IA en une pour parler d'événements de guerre. Donc il y a des choses très particulières. Donc, le sujet, c'est la distribution. En fait, tu peux générer n'importe quoi, mais il faut pouvoir distribuer ce n'importe quoi. Donc aujourd'hui, où il y a un problème de régulation, c'est les grands faiseurs, c'est Meta, etc., qui eux doivent mettre des barrières à l'entrée parce que c'est eux qui vont diffuser mais ça va être ultra complexe quand même ça va être très dur demain déjà qu'aujourd'hui ces dernières années c'était ultra compliqué entre tes fake news, etc., à traiter. Demain, tu génères n'importe quoi et en quantité ce qui est fou, c'est que, énorme. La vérité, ça va être avant, dur, on pouvait faire ça, mais ça prenait du temps de faire ça. Ouais. C'était pas terrible. Aujourd'hui, si je veux générer un site
sur le pangolin avec 1000 articles du pangolin sur toute sa vie, je peux le faire en 10 minutes, quoi. Pire, un site de phishing. Ouais, site de phishing, je restais dans les trucs. Mais du coup, ça veut bien dire que à un horizon très court terme, on pourra plus rien croire d'Internet. Non. Mais tu peux générer, là, aujourd'hui, tu peux générer en quelques secondes une photo de n'importe quoi, Obama qui serre la main à Trump, ou Obama qui serre la main à Poutine, et personne pourra voir que c'est faux. Non. Vous avez vu les images de Trump en doudoune, là, tout le monde pensait que c'était vrai. Enfin, mais du coup, moi, je pense qu'il va y avoir une prime qui a toujours été un peu le cas, mais de plus en plus forte sur l'ancienneté. C'est-à-dire, je pense que les moteurs de recherche, tous ces trucs-là vont mettre une prime gigantesque aux trucs qui étaient là avant ChatGPT. C'est-à-dire que si j'étais Google, la première des barrières que je ferais, c'est de dire tout le contenu qui est créé avant ChatGPT, déjà, il a plus de poids que les contenus postérieurs à cette date-là. Et en tout cas, ça veut dire que ça va mettre une prime de plus en plus importante aux grands faiseurs de contenu qui vont avoir de fait une autorité plus grande. Ouais, un bon exemple, c'est dernièrement dans les résultats Google, les posts LinkedIn remontent. Alors qu'avant, ils voulaient surtout pas que les gens aillent sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, sur LinkedIn, c'est des humains qui ont parlé, qui ont pris la parole, a priori. Donc même s'il peut avoir un petit peu de corporate bullshit et ouais, c'est ça. Beaucoup de corporate bullshit. Beaucoup, d'ailleurs. c'est de moins en moins authentique. Et donc, mais là où il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est que avec l'IA, on peut faire des détecteurs de bullshit assez extraordinaires, justement. On est capable de déconstruire un texte en disant, est-ce que ce texte, par exemple, ce qu'on appelle en ingénierie sociale, pour détecter des phishing, l'IA, elle est super forte. Alors qu'avant, en programmation classique, pour reboucler avec ce qu'on disait au début, on ne savait pas le faire. Mais elle est super forte pour créer du phishing. Alors, moi, des choses, maintenant, tu donnes une conversation de 10 messages entre deux personnes, tu le donnes à une IA, elle peut te générer l'autre personne, et tu verras que du feu, même si c'est ta mère. Enfin, c'est... T'as vu les IA qui génèrent des voix? J'ai jamais parlé avec ta mère. T'as vu des IA qui génèrent des voix? Tu leur donnes 5 secondes de voix et il te fait une voix qui, ça dépend des accents, mais qui est une voix qui est quasiment parfaite. Ouais, même, ou par exemple, il y a un truc dans les entreprises qu'on adore faire, c'est les appels d'offres. Hein, donc, aujourd'hui, les appels d'offres, qui te garantit que celui qui t'a répondu sait le faire? Parce que tu prends ChatGPT, tu réponds à toutes les questions, maintenant parfait. Toute la conception, etc. C'est exactement ce que je disais, c'est qu'il y avait avant, on avait cette espèce de prime au bon élève. Si t'avais 250 slides, on disait, il a bossé le gars, tu vois. Et en fait, maintenant, tu peux pas lui faire ça. Moi, je sais pas comment faire parce que nous, on est de l'autre côté, on répond des appels d'offres, donc on pourrait utiliser ça, mais je me suis toujours demandé comment allaient faire les décideurs de l'autre côté, parce qu'aujourd'hui, si tu veux générer, du pipeau qui est vraisemblable, c'est très facile. Alors ce qui est dingue en fait, c'est que les décideurs risquent de l'utiliser pour lire les appels d'offres et faire la synthèse. C'est ridicule. Et donc c'est ridicule parce qu'en fait on va générer 400 pages en amont et les mecs vont se faire 4 pages à la fin. Alors peut-être qu'on va revenir. C'est pour ça que et je vais pas faire un peu de philosophie de comptoir, mais moi je trouve que l'IA elle est hyper intéressante pour nous provoquer dans c'est quoi un être humain en fait finalement. Moi j'allais dire, est-ce qu'on va pas revenir justement à la place de la relation humaine, tu vois, tu parlais des appels d'offres typiquement, est-ce que tu vas pas le faire simplement au fait de tu vas faire une rencontre au feeling et tu vas dire tiens de toute façon alors je veux pas ça se joue déjà convaincu, moi c'est ce qu'on fait déjà. Oui, c'est ce qu'on fait. En fait en tant qu'humain on bosse avec des gens qu'on sent bien, enfin, genre, je sais pas quel est le terme technique mais je veux dire c'est assez peu sur du factuel. Oui, j'allais dire s'il te provoque déjà confiance, la confiance quoi, c'est le premier truc et c'est vrai que effectivement ça fait un petit peu peur pour ça l'IA demain parce qu'elle te génère tout parfaitement comme un bon élève effectivement mais aujourd'hui je pense que l'humain moi je suis convaincu que ça en tout cas à titre personnel que ça revient au centre. Ça va revenir au centre et que pour le business, pour d'autres choses, ça va être... C'est même nécessaire parce que on parlait des études tout à l'heure. Si toi, en tant que professionnel, tu n'es que sur une expertise technique, tu es en concurrence directe avec l'IA. Et l'IA, elle coûte bien moins cher, en particulier en France. Mais elle est bien meilleure que toi. Voilà. bien meilleure. Donc, ça veut dire que derrière, si on ne développe pas des compétences purement humaines, c'est-à-dire l'empathie, la capacité d'écoute, la camaraderie, tout ce que vous voulez qui tourne autour de l'humain, que la machine ne pourra pas... véritablement. Bien qu'il y a des gens qui commencent à tomber amoureux de certaines IA, puisque l'IA, comme elle est disponible tout le temps et qu'on peut lui parler et qu'elle t'écoute, elle te répond, bref.
Non, c'est vraiment très très important. C'est-à-dire que on a souvent le débat dans les équipes techniques de qui il faut nommer comme manager. Puis souvent tu prends le meilleur technicien en disant lui il va devenir manager. Puis là tout s'écroule parce qu'en fait il était pas fait pour être manager, alors qu'il était très très bon technicien. Et donc ça va être ça. Donc il va falloir développer des capacités humaines parce qu'on est tous en concurrence avec l'expertise technique de l'IA. C'est l'authentisme, c'est tout ce qui est authentique qui va revenir au centre. J'ai écouté la dernière fois une vidéo avec Alexandre Astier qui parlait un peu de l'IA et il disait moi je m'en fous que l'IA elle ait généré un texte très beau. Moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'a vécu la personne, c'est qu'est-ce qu'elle a vécu au moment qu'elle l'a écrit, comment ils sont passés, etc. Et en fait lui il dit c'est que l'IA elle pourra faire des tests magnifiques, mais si tu sais que derrière c'est pas une personne qui l'a écrit, et c'est pareil un peu pour l'art, tu vois, c'est pas t'achètes pas de l'art parce que c'est beau, t'achètes de l'art parce que c'est quelqu'un qui l'a fait de manière générale. Après tu peux voir des jolies choses sur internet, mais quand tu vois un tableau, ce qui te touche c'est ce que la personne a ressenti au moment où elle l'a fait. Ça je te rejoins pas tout à fait parce que là c'est valable pour nous avec nos sensibilités, tu vois, à l'heure actuelle, etc. Dans 20 ans, est-ce que les gens seront aussi sensibles à cette histoire et tout, tu vois? Je vais faire moi, oui, un mais lien avec l'actualité. Tu vois. Je pense que l'IA, elle te fait toujours un peu des synthèses molles. Et en fait, je trouve que c'est assez symptomatique, tu vois, des derniers films. Je vais faire le lien avec le dernier Marvel, qui fait un bide. C'est parce qu'en fait, quand tu veux trop bien faire, quand t'es trop bon élève, en fait, ça plaît plus à personne. Et je pense que ce que dit Arthur, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait un point de vue, il faut qu'il y ait un peu de grain pour que ça plaise. Et peut-être que ça sera quelque chose qui ne sera pas enlevé. Je pense qu'on peut finir sur ça. Allez, coup de cœur. Drop the mic. Peut-être qu'on avance en vrai, moi, j'ai juste un dernier sujet avant de passer au coup de cœur. C'est, on a beaucoup parlé, notamment dans ce podcast, du Green IT et tout ça. L'IA et le Green IT, est-ce que c'est compatible ou est-ce que finalement... Alors, tu sais très bien qu'on a un certain attachement au Green IT. Clairement, aujourd'hui, alors moi je vais parler pour moi, on est un petit peu en difficulté de se dire ça vient un peu en conflit. C'est-à-dire que l'IA, c'est très consommateur d'énergie. Et en même temps, ça faisait des choses qu'on n'était pas capable de faire avant, qu'on pouvait peut-être faire moins bien. Donc la question c'est est-ce que le Green IT sera plus important dans le futur que l'IA? C'est pas une question qui est si simple que ça à répondre. En tout cas, c'est pas une question sur laquelle on peut trancher aujourd'hui là-dessus. Ce qui est certain, c'est que ça crée des fermes de serveurs assez incroyables, avec des besoins énergétiques et de refroidissement incroyables. Alors c'est pour ça qu'en France, on est plutôt bien placé dans la course puisqu'on a une énergie décarbonée par le parc nucléaire. Aux États-Unis, j'ai vu que par exemple, les fermes de serveurs de Microsoft, elles sont juste à côté de barrages hydroélectriques. Donc voilà, il y a après ce que disent il y aura un effet rebond parce qu'on va faire encore plus de choses. Donc c'est ça le problème, c'est que sur les technologies, c'est l'effet rebond, quoi. Voilà, c'est ça qui est on a beau voilà, on peut être low tech puis d'un coup on se dit mais du coup je peux faire encore plus de choses pour moins cher, donc j'en fais encore plus qu'avant. Bref, donc ça va être compliqué, ça c'est certain. Par contre, il y a beaucoup d'experts qui disent que grâce à l'IA, on va pouvoir faire des choses totalement inédites. Et peut-être justement résoudre des problèmes qu'on ne savait pas faire. C'est-à-dire que calculer justement des empreintes. C'est le bon rêve technologique, ça. Ah, c'est le bon rêve technologique. On va tout se lever par la technologie. Il y a Marc Andreessen là, qui a fait dernièrement un papier là, sur le techno-optimisme qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais de se dire, voilà, si on arrive à résoudre le problème de c'est quoi? C'est la fusion ou la fission nucléaire? À chaque fois, je me trompe. La fusion nucléaire. Aujourd'hui, l'IA, par exemple, peut t'analyser facilement ton infrastructure et te dire, là, il y a des serveurs à couper, là, il y a à faire ci, etc. Donc, on va peut-être pouvoir rajouter aussi de l'IA pour piloter correctement sa bande passante, son usage CPU. Le problème, c'est toujours l'effet rebond. Voilà. Mais l'espoir, en fait, en tout cas, de ces technologies, c'est se dire on va pouvoir adresser des problèmes qui nous dépassent un peu grâce à cette puissance de calcul. Moi, j'allais dire, on se fait le point dans un an pour voir un petit peu comment ça a évolué, mais... Ce sera plus la Camille, ce sera une IA. Ouais, j'allais dire ça. Et en toutes les langues du monde. On aura enfin des bonnes questions. Voilà. Mais attends, j'ai reçu un commentaire gentil sur LinkedIn. Déjà, là, le podcast, on peut le faire traduire en anglais tout de suite. Voilà, c'est terminé. Et on voudrait dire aux auditeurs que si vous voulez faire des compliments, c'est très bien, mais ne les faites pas que à Camille, parce qu'elle prend légèrement la grosse tête. Ne les faites pas à Camille, en fait. On en entend parler pendant 2 mois. Jaloux.
Merci en tout cas pour vos éclairages. Ouais, c'est un gros sujet, l'IA, et je pense qu'on sera effectivement amené à en reparler. Je pense passer un petit peu de temps, le temps de tester un petit peu tout, mais on en reparlera prochainement. On va passer à la rubrique coup de cœur. Surprise, aujourd'hui c'est Philippe qui va s'en occuper. Alors, je vais pas faire oui, ça va être en lien avec l'IA, mais ça va être à la limite du coup de cœur, mais ça va être peut-être plutôt un plaidoyer, tu vois, pour les jeunes générations, celles qui vont venir développer là-dessus, et pour les gens qui nous écoutent, qui seraient dans des écoles ou qui se poseraient des questions. L'IA, c'est super, l'utiliser le plus tard possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si dans toute votre scolarité, vous utilisez ces outils et vous prenez pas le temps de réfléchir et d'essayer de faire les choses, en fait, il faut vous dire que sur le marché du travail, vous n'aurez pas de valeur. Parce que si, comme l'a dit Sébastien, vous n'êtes pas quelqu'un qui est capable de réfléchir, avoir de la culture générale, qui est capable d'avoir des choses, et vous avez été juste des passagers clandestins qui utilisaient l'IA et vous êtes dit, ouh, je m'en suis bien sorti, je fais ça. En fait, vous n'aurez pas de valeur. La personne qui, dans les études, l'objectif, c'est pas d'être productif. Dans les études, l'objectif, c'est d'apprendre et de comprendre les choses. Et on a tous fait des algorithmes de tri, des trucs faciles en informatique, qui n'ont aucun sens à faire dans la vie professionnelle, mais qui nous ont structuré le cerveau et qui nous permettent d'aller travailler à des étapes supérieures. Et donc, du coup, ce mécanisme d'abstraction, il faut qu'il se construise dans votre cerveau, et c'est en travaillant qu'il se construira. Et après, une fois que vous aurez maîtrisé ça, vous pourrez utiliser ces outils et vous pourrez en tirer le meilleur. Donc moi, le coup de cœur que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que quand vous êtes en phase de construction de votre cerveau, ne le laissez pas à la machine, ne gâchez pas ça, parce que derrière, c'est pas à 30 ans et plus que vous apprendrez si facilement les choses. Donc ne perdez pas ces moments qui sont précieux. Vous avez du temps à perdre, vous avez du temps à perdre à coder des choses inutiles, vous avez du temps à perdre à comprendre les choses, donc allez-y, perdez pas. Surtout, c'est important de savoir que c'est inutile, parce que quand on pose une question à l'IA, elle va jamais nous dire ce que tu me dis, c'est bête et il faut pas le faire. C'est là où l'expérience est importante, c'est que... Si tu veux que je te dise que c'est bête, demande-moi. J'ai arrêté de le faire. Non, c'est là où c'est important d'avoir de l'expérience et d'avoir un avis critique sur ce que déjà on va demander et sur la réponse qu'on va avoir. Nathan, je vais te laisser vous reçuivre avec le coup de gueule. C'est le coup de gueule. Ouais, pour le coup, celui-là, il a pas beaucoup de lien avec l'IA, mais en plus, il est très précis, hein, mais il m'a fait très mal. C'est sur les implémentations qui existent de GraphQL, qui est du coup juste un langage. Et du coup, pour chaque langage de programmation qui veut utiliser GraphQL, il y a une implémentation. Bah, celle de Java, elle est vraiment très nulle par rapport aux autres. Et je trouve ça dommage. Et voilà, c'était un peu ça mon coup de gueule. On pourrait peut-être faire un petit GraphQL podcast, non? On l'a jamais fait, ouais. On l'a jamais fait. On l'utilise pas beaucoup, mais moi j'aime bien les promesses que ça donne. Après, c'est une autre façon de penser aussi. C'est mais ça fait un petit moment que c'est censé déjà GraphQL en plus. Une dizaine d'années, non? Une dizaine, autant que ça? Je dirais pas autant, mais je dirais plus 5-6. Prochain sujet. Mais bon, en tout cas, t'as piqué le coup de gueule de Philippe, Nathan. On fera pas de GraphQL en Java, du coup. Ah, en Java, ouais, c'est pas... Ouais, je trouve qu'on a été extrêmement bienveillant avec l'IA dans ce podcast. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui critiquent l'IA, c'est vrai qu'on a été plutôt bienveillant, mais je pense que c'était bien de faire une introduction sur le sujet, et je pense que c'était le podcast d'aujourd'hui. Je pense qu'on pourra aussi faire un podcast plus orienté sur les limites et rentrer un peu plus dans le concret. Je sais pas, Sébastien, si tu en penses que ça serait une bonne idée, mais ça serait avec un plaisir qu'on ferait ça. Complètement. Je vais te laisser, Théo, clore ce podcast avec l'actu des techos. C'est quoi les nouvelles fraîches? Lâche info, c'est l'actu des techos. Forcément en lien avec le sujet, donc je me suis concentré sur les actus qui tournent autour de l'IA. Pour commencer, je me tourne toujours du côté de la CNIL, qui suit un petit peu le thème de ce podcast aujourd'hui, qui a son événement R 2023, qui va tourner autour de tables rondes et de conférences. Deux en particulier, l'IA au service de nos vies, et une autre qui va être l'IA peut-être elle mise en service pour le marché de l'emploi, les entreprises et les travailleurs. Donc un peu moins tech à mon avis que ce qu'on a abordé aujourd'hui, mais qui peut faire écho à ce qui s'est dit. Pour une deuxième actualité, je vais partir cette fois-ci du labo d'innovation numérique de la CNIL, qui nous sort 2 articles qui peut un peu rebondir sur ce podcast-là. Donc le panorama et les perspectives pour les solutions de détection du contenu artificiel. Donc, pour citer un petit peu cet article, on apprend par exemple que la Maison Blanche a obtenu une série d'engagements de quelques entreprises de l'IA, Amazon, Google, OpenAI, pour assurer des techniques et des systèmes pour maîtriser un petit peu, on va dire, l'intelligence artificielle et développer des mécanismes transparents et des techniques pour vérifier si oui ou non le contenu généré a été effectué par une IA ou non. Bullshit. À voir dans quelle mesure ça sera possible d'être effectué, mais...
En gros, il faut comprendre que tant que ça servira tant que ça les servira, ils sauront faire, et sinon non. Mais en fait, sur le principe, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Puis aujourd'hui, en fait, derrière les régulateurs, il y a beaucoup de... L'IA, c'est quelque chose d'assez puissant. Pour l'instant, nous avons tous accès au même modèle. Mais peut-être qu'un jour, les Américains diront, au fait, pour les copains européens, il faudrait peut-être un peu leur baisser le modèle parce que... Sur le modèle du GPS. Bah, voilà, par exemple. Effectivement, cet article parle aussi donc, de tatouage numérique et de waterfall, donc une des possibilités évoquées pour effectuer ce mécanisme. Que ce soit en termes des modèles ou des documents ou des textes ou des bases de données. Et pour finir, on va parler un petit peu de puissance de calcul comme on a pu aborder tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais les États-Unis restrictent de plus en plus l'exportation de GPU ou des accélérateurs particuliers envers la Chine, le marché le plus important, ainsi que l'Iran et la Russie. Donc, en quelque sorte. Principalement pour l'entreprise Nvidia. Donc, pour contrer ça, ils ont créé une nouvelle série de puces spécifiques et de cartes accélératrices. Donc, pour le marché spécifiquement chinois. Donc, augmentation des prix, revente au marché noir et ainsi de suite. Juste pour donner un petit chiffre, on avait eu cette année un contrat de 1 milliard de dollars pour les puces justement de Nvidia et un engagement pour la prochaine année de 4 milliards de dollars pour Nvidia. Ce qui fait quand même pas mal de chiffres. Mais ceux qui gagnent de l'argent en ce moment, c'est Nvidia. Ouais, les autres, ils en crament beaucoup dans les cartes Nvidia. Mais, clairement, tout ça pour les puces accélératrices de GPU. Ouais. En plus, il y a eu un truc avec Nvidia, là, je crois que c'est un des fondateurs qui a revendu toutes ses parts, genre, il y a quelques, je sais pas si vous avez entendu parler, mais. Un drama, ouais, c'est ça, il a genre tout revendu quand il a vu que ça explosait, et du coup, ça a détruit le prix, pas mal de choses, pas très légales, je pense. Non, mais juste sur ce point, la puissance, là où il y a beaucoup de... En fait, l'IA fait peur à tous les régulateurs. Parce que il y a des impacts sociaux profonds. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais... Voilà. Et du coup, le régulateur veut pas être en retard, alors qu'il était très en retard sur Internet. Donc, en fait, il y a des textes qui sortent en Europe, aux États-Unis, mais qui sont un non-sens par rapport à l'innovation. Donc, aujourd'hui, par exemple, ce texte sur la puissance de calcul, c'est l'État fédéral américain va bientôt demander une déclaration dès qu'on a plus de tant de cartes. Voilà, il faudra déclarer. Et alors, ce qui fait que les entreprises là-bas disent mais c'est quoi ça ? On va pas. Vous allez nous interdire la puissance de calcul, mais c'est un contresens économique, etc. Donc aujourd'hui, voilà, il y a cette guerre-là. Il y a l'Europe qui a passé des textes. Là, pareil aussi, pour dire regardez, hein, on devance, mais qui sont obsolètes par essence. Notamment, ils demandent à ce que une IA soit capable d'expliquer comment on aboutit à son résultat, ce qui est impossible par rapport à la technique qu'on utilise dans les réseaux de neurones. Bref, donc voilà. Bon, c'est le législateur, c'est de la politique, mais ces textes-là vont très très vite changer. J'ai entendu que notre ministre sur l'économie numérique ou sur le numérique, qui s'appelle Barrot, je crois, travailler avec Mistral notamment en France pour rendre caducs ces articles-là, parce que on risque de voir les États-Unis partir très très loin avec les Chinois et d'être très très en retard sur ces sujets-là. En tout cas, on vous donne rendez-vous. Je pense effectivement, on n'a pas trop entamé et ces sujets de régulation et notamment toutes les limites qu'il pourrait y avoir autour de l'IA et les dangers. Mais on se donne rendez-vous, je pense, dans quelques mois pour faire un nouvel épisode et puis aborder un peu plus ces sujets. Merci à tout le monde autour de la table pour vos avis, en tout cas sur l'IA. Merci à ceux qui nous ont écoutés et puis on vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Bye bye. Salut!